Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques des différentes fibres axonales qui innervent ces différents récepteurs. D'abord, sachez que l'ensemble des récepteurs dont nous venons de parler, ils sont innervés par des axones myélinisés. Toutefois, le diamètre de ces fibres est différent, ce qui influence, je vous le rappelle, la vitesse de propagation des potentiels d'action et donc du message nerveux. Voici un résumé sous forme de tableau. Donc les fibres des groupes 1A et 1B, qui innervent les fuseaux neuromusculaires et les organes de Golgi, sont celles qui présentent le diamètre le plus important pour des vitesses de propagation extrêmement élevées, donc de 80 à 120 mètres par seconde. D'un point de vue fonctionnel, cette vitesse elle est d'une importance capitale car elle vous permet de percevoir quasi instantanément la position de vos membres dans l'espace et la tension dans vos muscles lorsque vous réalisez un mouvement. Ce serait évidemment très compliqué s'il y avait un délai entre un changement de position articulaire et la perception de ce changement. Concernant les mécanorécepteurs cutanés, qui sont innervés par les fibres du groupe 2, la vitesse de propagation est un peu plus lente. Et enfin, les fibres du groupe 3, qui innervent les récepteurs articulaires, présentent des diamètres moins importants pour des vitesses de propagation logiquement beaucoup plus faibles. Intéressons-nous maintenant au trajet effectué par ces fibres, donc du récepteur jusqu'au système nerveux central, pour donner naissance aux perceptions somatiques conscientes. Donc la voie empruntée par ces fibres s'appelle la voie lemniscale. Elle démarre évidemment au niveau du récepteur par un neurone de premier ordre, dont le soma se trouve dans un ganglion rachidien. La fibre, elle pénètre ensuite dans la moelle épinière par la racine dorsale et remonte via le cordon dorsal de la substance blanche de la moelle épinière jusqu'à la partie bulbaire, jusqu'au bulbe du tronc cérébral. À ce niveau-là, ce neurone de premier ordre, il fait synapse avec un deuxième neurone pour donner naissance donc à un neurone de deuxième ordre. Les fibres de ce neurone de deuxième ordre, elles décussent, c'est-à-dire qu'elles projettent du côté contralatéral pour ensuite rejoindre le thalamus. Au niveau du thalamus, ce neurone de deuxième ordre fait synapse avec un troisième neurone, et ce troisième neurone, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rejoint le cortex somesthésique primaire, une aire sensorielle qui intègre donc les informations sensorielles détectées par les récepteurs somesthésiques. Sachez également que les axones de cette voie lemniscale, tout au long de leur trajet vers le système nerveux central, eh bien, elles émettent des collatérales vers d'autres cibles nerveuses. C'est par exemple le cas des afférences des groupes 1A et 1B, qui émettent des collatérales au niveau de la moelle épinière, de la corne dorsale vers la corne ventrale pour se connecter avec les neurones moteurs. Des collatérales projettent également au niveau du cervelet depuis le tronc cérébral. Et nous présenterons le rôle de ces collatérales dans la quatrième partie de ce cours et nous verrons qu'elles permettent notamment la mise en place de réflexes. Intéressons-nous maintenant aux aires du cortex qui intègrent les informations sensorielles en provenance de cette voie lemniscale. En l'occurrence, il s'agit du cortex somesthésique primaire, que vous pouvez voir en rouge sur cette image, et donc qui se situe au niveau de la partie rostrale ou antérieure du lobe pariétal. Cette partie du cortex, elle comprend 4 champs corticaux que vous pouvez distinguer sur la coupe sagittale qui vient d'apparaître, et ces champs corticaux, ils correspondent aux aires 3A, 3B, 1 et 2 de Brodmann. Chacun de ces champs corticaux, il intègre des informations somesthésiques spécifiques, avec les aires 3B et 1 qui répondent principalement aux stimuli cutanés, l'aire 3A aux stimulations des propriocepteurs, et l'aire 2 aux stimuli cutanés et proprioceptifs. Évidemment, cette partie du cortex, elle reçoit les informations somesthésiques de l'ensemble des parties du corps, et les fibres afférentes, elles n'arrivent pas de façon complètement anarchique au niveau de cette aire. Bien au contraire, le cortex, il est organisé de façon somatotopique, c'est-à-dire que chaque partie de l'aire somesthésique reçoit les informations sensorielles d'une partie précise du corps, comme vous pouvez le voir sur l'image du bas. Donc vous voyez effectivement que les parties médiales du cortex reçoivent
les informations en provenance des jambes, puis plus on va vers les parties latérales, plus ce sont les informations en provenance du haut du corps qui sont intégrées. Ce qui saute aux yeux, lorsque vous regardez cette carte somatotopique, c'est que la zone corticale destinée à chaque partie du corps ne suit pas les proportions véritables. Par exemple, vous voyez que les zones qui intègrent les informations de la face et de la main sont surdimensionnées par rapport aux autres parties du corps. En d'autres termes, la partie du cortex qui intègre les fibres en provenance de la main est bien plus étendue que celle de la jambe. Et pourtant, dans la réalité, les mains, elles sont bien plus petites que les jambes. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, cela dépend en fait du nombre et de la densité des récepteurs qui sont situés dans une partie du corps, et de fait, du nombre de fibres afférentes qui atteignent le cortex. Plus il y a de récepteurs dans une partie du corps, plus il y a de fibres, donc plus il faut d'espace au niveau cortical pour intégrer les terminaisons axonales de ces neurones. Si l'on devait représenter le corps de l'homme en suivant les proportions définies par la carte somatotopique du corps, voici à quoi il ressemblerait. C'est ce que l'on appelle l'homonculus sensoriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cortex somesthésique primaire, il ne représente pas le terminus des informations sensorielles. Effectivement, l'intégration des infos à ce niveau-là, elle donne naissance aux sensations. Mais rappelez-vous de la nuance qui existe entre sensation et perception. Pour que la sensation devienne perception, les informations reçues au niveau de l'aire sensorielle primaire projettent ensuite vers l'aire sensorielle secondaire. C'est cette aire sensorielle secondaire qui traite les infos intégrées au niveau de l'aire sensorielle primaire pour donner naissance à la perception et donc pour transformer les sensations en perception. Enfin, dernier point sur la sensibilité somatique, il faut savoir que la carte somatotopique du corps que je vous ai présentée possède une certaine plasticité, c'est-à-dire que la taille des surfaces corticales qui prennent en charge une certaine partie du corps peuvent se modifier sous l'effet des stimulations sensorielles. Par exemple, vous avez représenté ici la carte topographique des différents doigts de la main d'un singe au niveau du cortex sensoriel avant et après 3 mois d'exercice sollicitant uniquement les doigts 2 et 3. Alors, que constate-t-on? Eh bien, on constate que les cartes, elles se remodèlent quelque peu avec une redistribution en faveur des surfaces prenant en charge les doigts 2 et 3 qui ont subi plus de stimulation que les autres doigts. On observe également ce genre de plasticité en cas d'accident provoquant une cécité. Par exemple, chez les personnes qui perdent la vue, les aires visuelles ne deviennent pas inutilisées. Au contraire, il y a une réorganisation qui se met en place et des fibres en provenance des récepteurs tactiles, par exemple, viennent projeter au niveau de l'aire visuelle.